le handicap est un enjeu majeur en termes de justice sociale, hein, et il peut être usuel aussi de s'interroger sur la causalité possible justement de discrimination qui mène justement à ces inégalités. Pour ce qui se passe en France, en tout cas, hein, les personnes handicapées demeurent plus exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale, hein, que les personnes sans handicap, hein, c'est un fait. C'est un fait, de toute façon, pour avoir travaillé sur la question il y a quelques années, c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'en fait, tous les dispositifs qui aident aujourd'hui, qui existent sur l'inclusion, sur ce que vous voulez, ne fonctionnent pas. Ça fonctionne pas parce que nous avons un problème qui est à la base culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, il est de l'handicap comme de l'immigration, finalement, quelque part. Au sens où on est dans un pays qui aime cliver et stigmatiser. Il aime, mais stigmatiser, je ne sais pas ce qu'on veut dire au sens neutre du terme, mettre de côté, quelque part. Le problème, c'est de réussir, en tant que personne portant un handicap, à avoir une vie intégrée dans la collectivité. C'est ça le cœur du problème. Et en fait, je ne crois pas, si vous voulez, pour ma part, comme un peu tout le temps, que tout ça passe uniquement par des mesures et par des moyens, mais que ça passe aussi par un problème culturel et par un problème qui finalement est un problème de regard. Et donc un problème de regard sur lequel il faut travailler dès la plus jeune enfance, dès toute cette problématique de l'intégration. En fait. Exactement. Exactement, je pense la même chose que vous. Voilà. Et puis, il faut souligner le fait que, justement, les accès aux soins de santé, l'apprentissage tout au long de la vie, l'accès à l'emploi et aux loisirs, de toute façon, reste difficile. Hein, et leur participation, de toute façon, à la vie politique, comme vous venez de le dire, est limitée. Et puis, elles font encore l'objet donc de discrimination. Et puis, la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer la situation, en fait. Hein. Je vais vous exposer les points qui ont été évalués et mis en place par le gouvernement avec plus ou moins de réussite ou de résultats. Les priorités ont été fixées un petit peu sur les améliorations dans les domaines de l'accessibilité. Mais le travail est gigantesque et bien évidemment, ce n'est pas en quelques mois qu'on va rattraper tous ces problèmes. Il y a eu aussi de la sensibilisation auprès des structures qui emploient justement les personnes handicapées, hein, avec un système justement de pouvoir former ces personnes qui sont auprès de gens avec un handicap, justement pour les sensibiliser, les informer sur le handicap propre. Parce que c'est vrai qu'il y a plus cet aspect psychologique qu'on met de côté, et c'est très important d'en avoir conscience. Mais ça aussi, ça a été fait à petite échelle. Ça s'est voulu national, mais ça s'est fait à petite échelle. Il y a eu aussi, en termes de protection sociale, la revalorisation de l'AH, qui est l'allocation adulte handicapé, qui est revalorisée à chaque fois, et qui, rappelons-le, est d'un montant de 904 € pour une personne célibataire avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. Taux donc qui peut varier en fonction de la situation, voilà, si cette dernière se met en couple ou non, et justement c'est un point assez central dont je voudrais vous parler. Voilà. Et puis la santé, hormis combattre certaines pathologies qui peuvent rapporter de l'argent aux grands groupes pharmaceutiques et lobbies, rien n'est fait, ou presque on va dire. Parce que si vous avez une pathologie et que vous êtes une dizaine en France à l'avoir, personne ne va lever le petit doigt, ça rapporte pas grand chose. Ce qu'on ne voit pas, ou plutôt ce que l'on ne souhaite pas voir du côté du gouvernement, c'est toutes les injustices et discriminations autour du handicap. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. Discrimination à l'embauche, ça c'est un classique. Les inéquités salariales, là il y en a de plus en plus. Hein. Certains, j'ai eu des exemples, certains sont embauchés avec un contrat plus ou moins précaire dans certaines entreprises. Et pourtant, avec pour certaines personnes des parcours qualifiants, j'ai eu des exemples, hein, donc des personnes ayant bac plus 3, plus 4, qui ont fait leurs preuves au sein de leur entreprise pendant plusieurs années, et à la fin se retrouvent moins bien payés que certains de ses collègues qui, eux, avaient moins d'expérience ou simplement méprisés par faciès, ou jugement sur l'humeur de la personne. Parce que il faut savoir que c'est très compliqué pour pas mal de personnes handicapées de concilier justesse et diplomatie, on va dire. Je vais vous expliquer, c'est parce qu'il faut savoir que ces personnes sont en combat perpétuel contre leur handicap, et pour certaines depuis leur naissance, en fait. Hein. Donc, en fait, il faudrait plutôt penser à les excuser et surtout prendre exemple sur elles et leur appétence et leur vie de faire leurs preuves, et si elles sont en capacité de pouvoir travailler, en fait. Sophie Cluzel, qui est secrétaire chargée aux personnes handicapées du gouvernement, que j'avais d'ailleurs rencontrée il y a quelque temps et dont nous avions abordé le sujet, au ministère du Travail.
il y a 2 ans, en lui indiquant qu'il y avait une grande injustice, qui est celui du calcul de l'AH, qui se voit diminuer si la personne se met en couple. Mais voilà, maintenant subsiste donc la plus grande injustice sociale depuis plus de 40 ans, et je pèse mes mots. En fait, ce problème, il est consubstantiel à l'évolution de la société. C'est-à-dire que, on débat, mais c'est là où je vous parlais tout à l'heure de l'évolution culturelle, c'est que dans une société de la performance, dans une société de la perfection, avoir une fragilité, c'est tout de suite être forcément condamné. Il y a un détail qui ne trompe pas, c'est les annonceurs et les sponsors sur les questions de l'handisport. C'est quelque chose d'assez incroyable de considérer que des gens accomplissent un exploit sportif avec une fragilité, mais que ça intéresse moins de monde. Tout à fait. Voilà. C'est parce que culturellement, on a un souci avec ça. On touche à quelque chose de tout à fait essentiel. Et à mon avis, la problématique, c'est pour ça que toutes les mesures qu'on pourra prendre, elles sont intéressantes, mais la vérité, elle est ailleurs, c'est que il y a un problème culturel. Justement, pour qu'il y ait un bouleversement culturel, comme vous dites, Maître Divisio, là, je pense que on commence à peine à ouvrir les yeux sur le monde du handicap, parce que il faut savoir quand même que on compte plus de 12 millions de personnes en France en situation de handicap, que ce soit un handicap visible ou invisible. Donc on n'est pas loin du quart quand même de la population française, donc c'est quand même conséquent. Il y a une loi qui a pourtant été votée, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, dont vous avez entendu parler, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Toute personne handicapée a le droit à la solidarité, c'est ce qu'elle dit, de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté, je cite. Alors, c'est beau, mais cela devrait en inspirer plus d'un, ça c'est sûr, mais non, enfin, il y a beaucoup de blabla et pour beaucoup trop d'injustices, et beaucoup trop de choses qui ne sont pas encore faites. Et d'ailleurs, sur le sujet de l'individualisation de l'AH pour les personnes en couple, c'est une mesure phare d'une proposition de loi qui sera justement discutée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Donc voilà, nous nous sommes entretenus avec divers députés afin qu'ils puissent justement être présents et bien évidemment voter en faveur de ces textes de loi. À ce sujet, là où vraiment il y a un gap entre ce que nous pensons, nous, de la situation et Sophie Cluzel et les membres du gouvernement, c'est que la réponse de la secrétaire d'État à ce sujet, par rapport à la loi du 30 juin 1975, qui assure les conditions de vie dignes aux personnes en situation de handicap, dont les ressources sont les plus faibles, pour elle, ça repose sur les principes d'équité et de partage des charges entre les membres du foyer. Et je cite toujours, par ailleurs, elle constitue un minima social, c'est-à-dire qu'elle vise à garantir un niveau de ressources minimum pour vivre en complément d'autres sources de revenus éventuels. C'est là que ça coince, parce que, au bout du compte, la personne qui est en situation de handicap, qui ne peut pas travailler, parce qu'elle n'a pas ou cette chance, ou parce que son handicap, elle ne peut pas travailler, pourra sans doute peut-être même se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son conjoint ou sa conjointe plus tard. J'ai eu des exemples de violences conjugales à ce sujet-là, parce que j'ai eu des témoignages de personnes qui me disaient, ben voilà, toi tu ramènes l'argent à la maison, mais moi je sers à rien, ou alors inversement, je dois m'occuper de toi, etc. Enfin, de plus en plus de personnes, justement, ne veulent plus se mettre en couple à cause de ça, et donc préfèrent jouer sur un tableau qui est, je reste chez moi, tu restes chez toi, donc en fait, ça coûte plus cher à la collectivité, parce que chacun vit dans son appartement ou sa maison. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, c'est sûr, mais simple au final, je veux dire. Mais c'est là qu'elle se trompe, Sophie Cluzel, parce qu'il y a une constante qui ressort clairement. Alors, quelles que soient les définitions, les personnes handicapées subissent des inégalités marquées de toute façon dans tous les domaines, dans l'emploi et l'accès à l'éducation. Voilà. Les personnes handicapées sont encore fréquemment assujetties justement à ces discriminations, que ce soit par rapport à l'âge ou d'autres comportements stigmatisants.
Et justement, selon une enquête de la direction de la recherche et des études, de l'évaluation et des statistiques, ouais, c'est ça, paru le 10 février 2021, il me semble, les personnes handicapées ont un niveau de vie inférieur à celui de l'ensemble de la population. Donc je crois que on est de l'ordre de 21 900 euros de revenus moyens par an et par ménage, contre 25 800 euros dans l'ensemble de la population. Voilà, 19% des citoyens en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté, contre 13% de la population générale, et ça c'est grave. En France, une personne est considérée comme pauvre, vous me dites si je me trompe, maître Division, si ses revenus mensuels sont inférieurs à 1063 euros, parce que je crois que le seuil a été fixé à 1063 euros par mois, en 2018, hein, et c'est ce que révèle donc l'INSEE dans sa dernière enquête. Et donc 9,3 millions de personnes vivent sous ce seuil de pauvreté. Alors, ça, ce sont les chiffres de l'INSEE. Je ne suis pas d'accord, et je les conteste, puisque je viens de vous affirmer qu'il y a plus de 12 millions de personnes en situation de handicap. Sur ces 12 millions, tous ne touchent peut-être pas l'âge, etc. Mais je veux dire, on est loin des chiffres quand même. On est loin des chiffres quand même. Et il est à savoir que depuis maintenant 4 ans, selon le défenseur des droits, le handicap est le premier motif de discrimination en France. Déjà. Et selon l'APHPP, Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, voilà, c'est un fléau grandissant. Voilà. Donc ça, c'était vraiment sur le sujet central par rapport à la hache et ce dont je souhaitais vous faire part, parce que c'est vraiment la plus grande discrimination qu'il y a au sein de cette population. C'est des sujets donc, que vous connaissez effectivement bien et sur lesquels j'ai été sensibilisé. Je connais la plupart des textes que vous avez évoqués. Oui, je pense que oui, je pense que incontestablement, vous avez un intérêt majeur. Enfin, c'est une question de justice sociale, la question de la santé, et si vous voulez, moi, c'est une question qui me préoccupe. C'est une question qui me préoccupe au plus haut point, en ce que je crois que les questions de santé publique, elles incluent les problématiques de scandale sanitaire, mais elles incluent de tout autant la question effectivement de l'intégration, de la discrimination des personnes malades. Alors c'est la problématique de l'accès aux soins, c'est la problématique de l'accès aux prêts pour les malades du cancer et les malades guéris du cancer, c'est la problématique du handicap et de la possibilité d'évolution sociale. On est dans une société où ce qui me tient à cœur, et voilà, confidence pour confidence, on m'a fait une proposition à laquelle je suis pas encore sûr de dire oui, mais bon, bref, sur le plan politique, je crois qu'on s'est un peu perdu dans cette crise. Elle a été la révélatrice de quelque chose, mais ce qu'elle a révélé, c'est pas très beau à voir. Elle a révélé le fait qu'on était capable, parce que c'est très gentil cette histoire de confinement, pareil. Mais parler du handicap, est-ce qu'on imagine ce que c'est le confinement avec un enfant et pour une personne porteuse d'un handicap mental, pour qui les seuls espaces de liberté sont les activités qu'elle fait, sont effectivement cette thérapie par la socialisation. Est-ce qu'on imagine ces arguments ? Et je crois qu'on n'imagine pas. Et que on a perdu pied avec le réel dans cette crise. Dans cette crise, il n'y a pas que des gens qui vont à Roland-Garros et qui finalement crient vive le président. Il n'y a pas que des gens qui se confinent en Normandie ou à l'île de Ré. Il y a aussi des gens qui sont porteurs de handicap. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours perturbé dans cette crise. Pour le confinement, je pense que j'ai été un des premiers à dire, mais on fait quoi finalement ? Moi, j'ai été très sensibilisé à cette question très vite, sur la question de la trisomie 21, sur la question effectivement de l'autisme, beaucoup travaillé sur ces questions, et du coup, je me suis dit, mais on fait quoi avec des enfants autistes dans 54 carrés ? C'est générateur d'une telle violence pour cet enfant que ça devient problématique. Regardez, j'ai un détail qui me pose un problème. La vaccination.
Je pense que la vaccination, enfin, j'en suis sûr, la vaccination des ados est un énorme problème. Pour autant, elle peut trouver à se discuter sur toute une frange de la population qui est porteuse de comorbidités graves et qui aurait un bénéfice premier à la vaccination. Tout à fait. Et pourtant, on cherche à faire passer cette vaccination en force sur une population qui n'est pas concernée directement par la mortalité du virus, alors que c'est parfaitement le cas pour des pathologies, y compris chez les jeunes. Notamment les pathologies lourdes. En Angleterre, vous savez ce qui s'est passé, où la moyenne de vie, la durée de vie des personnes porteuses d'un handicap, et particulièrement un handicap mental pendant la crise, était de 33 ans. Parce qu'on leur a refusé des ventilateurs. Voilà. Donc on est dans une société qui en fait a fait du handicap un préjudice. C'est pas anodin. C'est pas anodin si les arrêts Perruche avaient effectivement finalement considéré un préjudice d'être aimé différent. Comment voulez-vous dès le départ finalement considérer qu'il y a une possibilité d'égalité si la naissance en soi constitue un préjudice? Exactement. Exactement. Et dans ce sens, j'ai eu un témoignage, j'ai vu un témoignage de poignant d'une jeune fille qui s'appelle Estelle, et donc qui dit, je la cite, je suis myopathe de naissance, j'ai tout fait pour avoir une vie normale, je me suis battu, fait des grandes études, résultat, je n'ai jamais eu la chance d'avoir des amis, une famille sur qui compter, un travail. J'aurais préféré ne jamais naître plutôt que de survivre, à regarder les autres vivre et se sentir n'être rien. Et ça, vous venez de le dire. Voilà. On est en plein dedans. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que la personne qui a justement son handicap de naissance, c'est déjà un combat de tous les jours. Et c'est un gros effort psychologique qui peuvent entraîner des moments de questionnement sur son existence, parce que on cherche à comprendre pourquoi on est venu comme ça, et pas comme mon copain d'à côté ou ma copine d'à côté. Voilà. Dès la naissance, de toute manière, la prise en charge d'un enfant handicapé, ça n'a pas spécialement beaucoup évolué, mais il y a encore quelques années, le médecin vous disait, bon voilà, il faudra aller voir tel spécialiste. Il vous donnait une liste avec les spécialistes en France sur, je sais pas moi, la trisomie 21, voilà, ce genre de maladie. Et puis débrouillez-vous. Voilà. Donc c'était ça. Donc, sachant que dans la trisomie 21, il y a de nombreux cas qui ne se ressemblent pas. Et évidemment. Voilà, et c'est ça, c'est la spirale. C'est compliqué le handicap et c'est pour ça que ça peut faire peur. Parce que pour avoir travaillé avec la Fondation des Jeunes, c'est un sujet qu'effectivement je connais assez bien. Mais c'est un souci ce que vous évoquez. Et en fait, c'est une des seules considérations qui pourrait me pousser à reprendre du service sur le plan politique et à finalement peut-être imaginer de répondre à une demande favorable de créer un mouvement pluridisciplinaire, comme on veut, serait précisément de porter cette voix-là. Il y a une voix, j'en ai marre qu'on stigmatise les gens, en fait. J'en ai marre qu'on stigmatise sur les gens sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan... Je sais, c'est pas expression naïve de dire ça, mais... C'est le fléau de ce siècle, c'est la stigmatisation. J'en peux plus, si les gens se baladent avec un voile, se baladent avec un voile. Et ensuite, on n'est pas obligé tout le temps, si vous voulez, on induit une conception des choses, on a du handicap. Et finalement, qui osera venir dire que, à partir du moment où j'ai mis le doigt dans l'engrenage de l'interruption thérapeutique de grossesse, c'est un doigt qui finalement déjà induit une certaine vision. Si je considère que l'handicap de l'enfant est un motif suffisant pour interrompre la grossesse, je ne peux pas ensuite m'étonner qu'en bout de chaîne, l'enfant ne soit pas intégré socialement, puisqu'il est un accident de parcours. Il est un accident de la nature. Donc ça pose un énorme problème, les gars.
moi, je suis sensible à ces questions. Je suis sensible. Alors, est-ce que vous pouvez mettre divisio par... C'est un sujet aussi, c'est par exemple, sur cet exemple-là concret, le droit à la retraite pour personnes handicapées. Est-ce que, justement, au niveau juridique, on ne pourrait pas penser à faire en sorte que on puisse faire passer des personnes en situation de handicap devant, certes, des médecins agréés, mais qui jugent de leur état à dire à un moment donné, bon, ces personnes-là, elles vont pas attendre, parce qu'il y a une limite d'âge, je crois qu'elle est de 55 ans, si je ne veux pas dire de bêtises, pour les personnes en situation de handicap, si elles veulent la prendre assez vite, par anticipation. Mais je veux dire, on est obligé de faire un choix pour ceux qui peuvent travailler, parce que on peut dire à une personne en situation de handicap, si elle peut travailler, vous pouvez travailler. Par contre, ce qu'on ne voit pas à côté, c'est que bon, elle souffre de son handicap. Hein, et elle souffre de son handicap, mais en plus de ça, elle va aller travailler, pour diverses raisons. La première raison principale, c'est une revalorisation de l'être en lui-même, et de ne plus justement subvenir ou être au crochet justement de l'État, et c'est aussi une fierté. Mais qu'est-ce qui entache la chose après? C'est justement la santé de la personne. La personne va se donner les moyens de vouloir travailler, parce qu'on lui dit, bon, vous avez un handicap, mais vous pouvez quand même travailler, avec une reconnaissance de travailleur handicapé. Mais au bout du compte, elle va terminer comment, maître, cette personne-là, en bout de course, par rapport à une personne lambda ou qui sera apte physique. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, une piste, justement, pour faire que ces personnes-là n'aient pas forcément ce choix à faire entre le travail et leur santé? C'est amusant ce que vous dites, parce que c'est marrant que vous disiez ça. J'ai eu ce débat-là, c'est drôle de parler de ça. J'ai eu ce débat-là il y a quelques mois avec Jean-Frédéric Poisson. Où on s'est posé la question de savoir exactement ces termes. Parce que lui aussi est pas mal sensibilisé à la question. C'est quelqu'un qui a plein de raisons familiales, est pas mal sensibilisé à la question, et on s'est posé la question du droit de retraite. De comment trouver à l'exercer. Et que le dispositif juridique actuel était complètement à contresens, en fait. Qui ne permettait absolument pas, en fait, c'est un dispositif pour des personnes en situation de handicap, mais fait comme s'il n'avait pas de handicap, en fait. Exactement. Mais parce que, je vais vous dire pourquoi. Vous voulez mon sentiment? C'est parce que c'est toujours le même problème. C'est qu'au fond, les lois de ce pays, elles sont faites pour les malades par des bien portants, pour les immigrés par des nationaux. On est d'accord. Et pour des handicapés par des personnes qui sont pas porteuses de handicap. Il faut être honnête. Je veux dire, vous avez un problème d'abord de représentativité au sein des élections. On est d'accord. On est d'accord. C'est peut-être ça qu'il faut changer. C'est peut-être par ça qu'il faut commencer. Oui, exactement. Mais pour changer ça, il faut qu'il y ait des personnes sensibilisées et responsables, tout de même, quand même, au gouvernement, même si c'est quelque chose de culturel, que ce doit être une évolution culturelle, il faut d'un côté que ça passe et par la juridiction et aussi par les lois mises en place et qu'elles soient appliquées. Alors, je veux dire, dans ce cas-là, on a l'habitude de dire, je crois, de dire, en fait, c'est compliqué, c'est très compliqué. Est-ce qu'on défend des personnes, est-ce qu'on défend des causes? On défend des personnes qui défendent des causes. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Mais qu'au fond, la règle est toujours triple. Il y a un aspect médiatique, il y a un aspect juridique et il y a un aspect politique. Et on le voit bien dans cette crise. On voit bien que c'est les médias qui font la politique, et que la politique, elle est aussi induite par le droit, et elle fait le droit. C'est les deux. Voilà. Et que donc, il faut un triptyque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un média, finalement, qui est en train de prendre de l'ampleur, parce que j'ai voulu avoir mon propre média, qui est un média qui va prendre de l'ampleur avec le présidentiel, qui va effectivement, voilà, c'est pour ça qu'il me propose sur C8, j'ai pas encore dit oui, mais ma propre émission l'année prochaine. Si je dis oui, c'est probablement parce que je sais que je peux avoir une influence médiatique. Alors je ne vous cache pas que ça me saoule, parce
parce que c'est pas du tout le format que j'aime, mais je crois qu'il y a un enjeu de civilisation. Et que moi, je suis un peu moins pragmatique, enfin si, je suis pragmatique, mais un tout petit peu moins que vous, paradoxalement. C'est-à-dire que je pense que vous avez raison sur le plan juridique, il y a des combats à mener, il faut les mener. Il faut leur donner, en fait, ces combats juridiques, ils sont nécessaires pour assurer une visibilité et déclencher une prise de conscience de l'opinion d'un côté, et évidemment l'opinion intégrant les pouvoirs publics, ça va de soi. Et qu'il faut mettre les pouvoirs publics au pied du mur. Et il faut non seulement les mettre au pied du mur par un contre-pouvoir, mais il faut les mettre au pied du mur par le pouvoir lui-même. Et le pouvoir, ça se prend. Il n'est pas normal aujourd'hui, j'aimerais bien, enfin, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de représentation nationale qui finalement intègre des personnes handicapées. Tout à fait. C'est un véritable. Alors, en fait, si vous voulez, Maître, il y a une représentation des personnes en situation de handicap en France. C'est plusieurs associations qui se regroupent quelquefois autour du gouvernement. Mais ça peut faire avancer les choses. Il y a des petites choses qui ont avancé, mais le mot d'ordre et le point final revient au gouvernement. De toute façon, qu'est-ce que nous, on peut faire de notre côté si on n'a pas des personnes qui ont un réel impact, justement, que ce soit sur la jurisprudence ou sur l'évolution des lois, même si c'est un aspect culturel qui, à la base, doit évoluer, il faut, comme on vient de le dire, il faut que ça passe par ces tranches-là. Donc, justement, c'est pour ça aussi qu'on a pensé à vous, parce qu'on sait que vous faites votre métier par passion, avant tout. Et il y a très peu de monde encore qui font leur métier par passion et abnégation comme vous le faites. Et c'est pour ça que nous, en fait, on s'est tout de suite retrouvé en vous et dans les combats que vous menez et la façon dont vous les menez. Nous avons eu affaire à des députés, des sénateurs, enfin voilà, le plan médiatique, on le connaît un petit peu, mais ce qui a fait qu'on a fait notre choix et qui s'est porté sur vous, c'est vraiment la passion qui vous anime. Et ça, chez les avocats, malheureusement, ça se perd. Ça se perd. Donc je voulais vous en faire part, moi, ainsi que tous les membres du SIPH, et voilà. C'était ce que je tenais à vous dire. Vous savez, moi, ce qui caractérise ma carrière, moi, je ne prends pas la tête. J'ai une conviction chevillée au corps, et cette phrase de Jean Baudin, il n'est de richesse que d'homme. Oh, rien d'autre. Bien. Cette culture a montré que l'homme est malmené, et malmenant. Et que donc, il faut que ça cesse. Il faut à un moment donné qu'on ait une prise de conscience, parce que on n'a pas le droit de prendre des mesures qui sont à ce point graves, sans savoir ce qu'on fait. Et je le redis, je suis quand même extrêmement surpris que personne, il faudra vraiment ça qu'on envisage, nous, un vrai sujet, un vrai reportage sur le handicap et le Covid, et notamment le handicap et le confinement, pour dire, mais enfin, est-ce que vous êtes rendu compte que du jour au lendemain, en l'espace de 2 jours, vous avez dit tout le monde reste chez soi. Nous, on a vu des enfants régresser. Voilà. Je n'ai jamais fait le mystère de la seconde partie de vie, de la seconde activité qui est d'entrer dans des chevaux. Et donc, je me suis beaucoup intéressé dans le cadre de, moins maintenant parce que j'ai moins de temps, mais de l'équithérapie. Et du jour au lendemain, on a privé des enfants de ce contact au cheval, de ce contact à la nature, et on les a enfermés chez nous. Pire que ça, maître. On les a quasiment privés aussi d'actes médicaux. Je veux dire, la kiné, je veux dire, des soins, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait sortir. Donc, à partir de là, en fait, leur handicap s'est même aggravé. Donc, Je suis convaincu, si vous voulez, que vous avez un truc à faire, et que moi, ça, je peux porter. Je suis convaincu qu'il va y faire une action en responsabilité contre les femmes. Pour la maltraitance en cas de handicap. Dans ce cas, c'est impossible. 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 Impossible.
que c'est une gravité exceptionnelle. Vous imaginez, maître Divisio, vous avez un enfant hein, qui est malade, qui a un handicap, et vous devez lui promulguer des soins, mais à cause de la crise, on vous dit non, vous ne pouvez pas aller à Bordeaux voir votre spécialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans quel monde, maître? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire que on va préférer laisser dépérir des personnes, mais là, je vous parle de personnes en situation de handicap, mais toutes les personnes, hein. Je veux dire, voilà, hein, la crise sanitaire a fait énormément de mal. Et moi, maintenant, il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué que d'autres. C'est un fait. C'est un fait que les personnes qui présentent une fragilité sont dans une situation plus compliquée que d'autres. C'est compliqué. Ce qui se passe là, c'est compliqué. Et puis, je pense que les gens ont du mal aussi à avoir le handicap en face. Pourquoi? Parce que bien souvent, dans pas mal de familles, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect culturel justement, hein, d'engager les sujets de conversation sur le handicap dans son cercle familial. Beaucoup de familles le font, mais peut-être pas assez. Et on n'est jamais confronté au handicap si on ne l'est pas, ou si on ne connaît pas quelqu'un qui a un handicap. Mais je peux vous dire, c'est que du jour au lendemain, lorsque ça vous tombe dessus, et que c'est pas de naissance, mais que ça vous tombe dessus, c'est sans doute d'autant plus douloureux, parce que la personne qui doit combattre ça depuis la naissance, elle s'est forgé son caractère. Mais celle à qui ça arrive là, elle revoit ses priorités, hein, qui ne sont plus les mêmes, et elle commence à ouvrir les yeux un petit peu sur justement les injustices sociales qu'il peut y avoir justement autour du monde du handicap. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Je suis forcément d'accord avec ça. Moi, je pense que incontestablement, commencer par vous confier, par vous proposer un format court sur l'émission, ça me paraît une très bonne idée. Et je pense qu'il faudrait que vous voyez avec Maximilien, qui est donc le directeur en chef. Moi, ce que je vous propose très concrètement, je vais vous envoyer le mail de Maximilien Delvalle, je vais vous mettre en relation à partir de là, contactez-le et voyez avec lui, lui vous appellera après, pour cadrer un peu les choses sur le plan du format. D'accord, bien sûr. Écoutez, mais c'est parfait. Donc, voyez ça avec lui. Je vous mets en relation avec lui, puis n'hésitez pas à revenir vers moi. D'accord, parfait. Mais écoutez, maître Divisio, en tout cas, je vous remercie pour cet échange. Ma foi, très constructif et empreint justement de bonnes intentions communes et qui pourra faire naître le début d'une très belle histoire entre nous, j'en suis sûr. Pas de problème. On fait comme ça. Maximilien revient vers vous. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie bien, maître. Je vous souhaite une bonne journée.